bonjour à tous pour cette deuxième journée de débat et de rencontres sur le stand du Conseil national de l'Ordre des architectes. Je me présente, déjà je suis Sylvia Guipogne, la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes de Corse. J'ai le plaisir de co-animer cette table ronde avec Muriel Loriot-Ponthiot, la vice-présidente du Conseil de l'Ordre des architectes de Normandie. Et nos invités, donc Monsieur le maire de Notre-Dame-de-Lille, Monsieur Thibaut Beauté, ensuite Clotilde Buisson, donc architecte de Faire-Avec, et Victor Mesters, j'espère, de l'agence Rotor, qui est basée, enfin vous nous direz, qui est basée en Belgique. Donc pour Réemploi mode d'emploi, c'était le nom de la rencontre qu'on a organisée à Ajaccio, donc rencontre architecture et territoire, qu'on a organisée à Ajaccio à la fin du mois de septembre. Donc là, vous voyez quelques images de cet événement et on voit également donc, notre invité Michael Guyotte du collectif Rotor qui était venu animer une conférence qui s'intitulait « Le réemploi des matériaux, un levier pour repenser nos façons de construire ». Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir aussi un autre membre du collectif Rotor. Donc pour démarrer, je vous pose juste très rapidement, sans rentrer dans trop de détails, qui est Rotor, Victor Mesters? Alors, merci pour cette invitation. Donc je fais partie de cette agence depuis une dizaine d'années. Et Rotor, c'est deux entités, une association qui a été montée en 2005 à Bruxelles autour de la question des flux de matériaux et dans la construction et l'industrie. Donc par exemple, on se posait la question, quelle est la limite entre un produit et un déchet? Et au travers d'expositions, de projets de design, on a questionné l'obsolescence dans l'architecture, les questions de déchets et d'économie circulaire plus généralement. Et puis ça nous a amené à monter une société coopérative qui est Rotor des Constructions, qui démonte des aménagements à Bruxelles ou même un petit peu ailleurs, et puis qui les reconditionne et qui les revend. Donc on a un grand entrepôt avec un terrain ouvert au public où on vend des matériaux de seconde main issus de la déconstruction. Et enfin, une dernière casquette, puisqu'on est une association, on utilise aussi au travers de projets de recherche et de fonds publics, toutes ces connaissances pour répondre aux questions du réemploi de matériaux de construction. Donc, par exemple, les assurances et le réemploi, comment extraire des matériaux dans un chantier de construction, comment prescrire dans un marché public de travaux. Toutes les questions qu'on se pose, partout où ça grippe, voilà, on profite de ces projets de recherche pour les développer, pour les répondre. On développera un petit peu ces aspects-là tout à l'heure. Je continue juste sur ces diapositives de cet événement. On avait invité aussi, on la voit en haut à gauche, Valérie Decaux, qui a monté l'association Réedificare et qui est basée à Marseille. Elle, donc architecte aussi, qui a arrêté de travailler et qui avait eu envie de travailler sur le réemploi. Elle le dit sur son site, suite à la visite du pavillon de la Belgique à la Biennale de Venise en 2010 déjà, qui avait été fait par Rotor, justement. Donc il y a un lien entre vous. Et vous êtes aussi basé à Marseille, donc il y a beaucoup de choses qui se passent à Marseille, aussi pour le réemploi. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, faire avec qui vous êtes, Clotilde Buisson? Bonjour, du coup Clotilde Buisson, architecte chez Faire avec Architecture. Nous, on est une agence d'architecture qui a été fondée en 2017 et qui travaille principalement sur les questions de remise en œuvre de matériaux de déconstruction, de surplus, de rebut de chantier, en essayant de réintégrer la matière pour des projets à vocation sociale et notamment l'amélioration du cadre bâti existant. Donc on est basé principalement à Marseille et dans le Gard. On a encore des projets aussi à Paris et en région parisienne. Et donc la question, c'est d'essayer de se positionner comme prescriptrice, dans notre cas de figure, de matériaux, de manière à essayer de donner un débouché à toute cette matière où on a
une quantité de gisement qui est gigantesque. Et donc d'essayer d'avoir cette responsabilité-là de donner des exutoires à une filière qui est en cours de construction. D'accord. J'en profite aussi pour dire, on avait montré le projet d'une agence qui est à Ajaccio, qui s'appelle CC Architecte, de Laure Celleri et Maxime Cargil, qui est un projet de réaménagement temporaire des douves de la citadelle d'Ajaccio. On voit le maire d'Ajaccio, Monsieur Sbradja, aussi en photo, et qui avait travaillé avec un collectif aussi qui est basé à Marseille et qui réemploie de façon créative des éléments du port, enfin des éléments portuaires. Je ne sais pas si vous les connaissez. Voilà, donc on voit quelques images aussi de leur projet ici. Je vais retrouver le nom. Laissez passer. Voilà. Alors, pourquoi parler du réemploi en Corse rapidement pour remettre dans le contexte? Nous, avec l'Ordre des architectes, on poursuit nos actions territoriales pour faciliter l'exercice du métier d'architecte. Et on représente la profession auprès des élus, des institutions, sur de nombreux sujets. On est investi sur de nombreux sujets, notamment ceux du développement des filières courtes et du réemploi. Et en Corse, disons que on s'était dit que, plus qu'ailleurs, il nous semblait qu'il était important d'aborder cette question parce qu'on a besoin de produire en circuit court. On a le contexte de l'insularité et donc de développer notre économie circulaire. Et sur une île, vouloir réduire nos déchets, c'est se poser la question du réemploi. En Corse, nous subissons aussi fortement comme ailleurs l'inflation du coût des matériaux et la flambée des prix. Donc économiser sur le projet, c'est aussi se poser la question du réemploi. Comme ailleurs, nous devons repenser aussi nos façons de construire et penser la seconde vie des bâtiments. C'est donc aussi pour cette raison-là que nous avions voulu aborder la question du réemploi. Et enfin, nous avons un patrimoine remarquable, comme beaucoup d'autres régions, et réhabiliter ce patrimoine de façon respectueuse, c'est aussi se poser la question du réemploi. Donc voici notre contexte. Alors en Normandie aussi, je te passe la parole, Muriel. Tu vas nous expliquer un peu pourquoi vous avez voulu aborder ce sujet. Alors ça va être un regard croisé effectivement entre la Corse et la Normandie, ne serait-ce que pour architecture et territoire, où nous avions à peu près le même sujet, c'était construire autrement, valoriser les ressources et favoriser le réemploi, que l'Ordre de Normandie a organisé avec le Conseil national au Hangar Zéro, qui est la fabrique des territoires, qui est une fabrique d'innovation sur les techniques de construction, notamment en matière de réemploi. Pourquoi le réemploi en Normandie? Alors nous le portons depuis un moment, comme pour toi, c'est d'aider les architectes dans leur exercice et la filière bâtiment, parce que la Normandie, souvent les chiffres sont embêtants et on n'a pas envie d'en parler, mais là ils sont quand même réellement expressifs. On note que la Normandie reçoit près de 766 milliers de tonnes de déchets dans ses installations qui proviennent d'autres régions. Donc nous, c'est pas l'insularité, mais c'est justement le contraire. C'est qu'on est un peu trop récepteur de déchets. Et le gisement de déchets et matériaux provenant du BTP produit en Normandie est de 5 840 milliers de tonnes. Donc à un moment donné, si on fait l'addition des deux, la filière normande a compris que pour parvenir à réemployer, réutiliser, recycler ou valoriser, c'était aussi un facteur économique pour les entreprises. Et aujourd'hui, on sait qu'on est près de 75% à revaloriser ces déchets. Donc le réemploi de matériaux sur chantier est une pratique qui tend à se développer, parce que généraliser, voilà, ça reste encore un bémol. Mais le contexte pour la Normandie, c'est limiter les déchets de chantier, la consommation de matières premières. C'est aussi limiter l'empreinte carbone des constructions, là, c'est indéniable. Mais utiliser les matériaux issus de la construction,
c'est utiliser des matériaux de la déconstruction et non qui sont encore en bon état, et utiliser des stocks, des fins de série, des surplus de chantier qui partiraient au rebut, et tout bonnement aussi favoriser une économie circulaire. Donc Victor, vous avez cette pratique. Comment vous avez commencé cette pratique de démarche de réemploi dans votre activité et pourquoi ? Alors, ce que je disais brièvement en introduction, c'est venu un petit peu comme une pelote de laine avec des premières questions. Les questions des déchets, qu'est-ce qu'un déchet et quelle est la limite entre un produit et un déchet, qui nous a amené à étudier l'industrie, la construction, et puis se rendre compte que cette question du déchet est une notion humaine, très humaine, qui définit ce qui est un déchet, ce qui n'est pas un déchet, puisqu'il y a des centaines d'années, ça n'existait pas même ce terme-là. Puis on s'est focalisé après sur les déchets du BTP, qui étaient assez considérables dans les déchets de l'industrie. Et donc, au travers, au début d'exposition, on questionnait pour porter un débat public les déchets dans le BTP, la question de l'usure, la question de l'obsolescence. Vous parliez tout à l'heure aussi de la Biennale de Venise. On a eu le pavillon belge en 2010, où on a fait tout un travail sur l'usure des matériaux pour montrer en architecture, souvent à la Biennale, on voit des maquettes blanches et un instant T du bâtiment. Enfin, en tout cas, on voyait, peut-être que ça change un peu. Et nous, on voulait montrer dans sa réalité, c'est-à-dire avec les traces d'usure, les premières marques qui sont en fait 99% de la vie du bâtiment dans un état plutôt d'usure. Et puis, ainsi de suite, venaient d'autres questions. Donc, on a dû changer notre pratique pour être concepteur et réalisateur, pour tester sur des chantiers de construction le réemploi et quelles sont les limites de ce réemploi ou les possibilités. Donc, il fallait mettre la main à la pâte. Et puis après, comment on fait circuler ces matériaux, puisqu'on se rend compte que c'est une question de logistique. Donc, on a ouvert cette entreprise de déconstruction pour faire face à la question du démontage, de reconditionnement. Et puis, paradoxalement, depuis les années 70, où avec les premiers rapports, par exemple le rapport Meadows, qui est un texte qui montre la limite de notre système économique, depuis les années 70 et depuis qu'on parle du développement durable, etc., on n'a que fait d'augmenter les déchets et la production de matériaux. Donc, on s'est posé la question d'interroger les notions de développement durable, qui sont des concepts essentiellement controversés, où tout le monde est d'accord pour, mais personne ne s'entend sur la manière de faire. Donc, allons étudier les gestes précisément. Qu'est-ce que ça veut dire, un panneau solaire, ou démonter, ou maintenir des choses. Donc, essayer d'investiguer au travers des flux de matériaux toutes ces questions. Et ça nous a conduit à monter différentes expertises, aujourd'hui de conseil aussi, et de design, sur les questions de réemploi. Même question, Clotilde Buisson, faire avec. Pourquoi vous avez eu envie de travailler sur le réemploi ? Est-ce que rapidement, vous pouvez... Alors, nous, du coup, on est la réunion de plusieurs architectes où chacune avait un petit peu sa manière de travailler. Moi, j'avais commencé à me poser des questions sur le réemploi de matériaux que je commence à intégrer sur des projets de petite échelle en réhabilitation. Clara, avec qui je travaille, Clara Piolato, travaillait sur sa thèse sur le rôle de l'architecte dans l'amélioration des centres d'hébergement. Et Gwenaëlle Rivière, avec qui on nous a réunis en disant on pourrait essayer de mettre à profit ces matériaux qui sont mis à la benne et qui sont de très bonne qualité, et d'essayer de les mettre à profit pour de l'habitat social. Donc on s'est réunis un petit peu autour de cette idée-là en 2017. On a commencé à travailler là-dessus en se disant comment mois par mois on peut faire plus et comment mettre ces matériaux sur ces chantiers-là. Et donc on a commencé par une pratique au départ assez expérimentale et très dans le faire, avec des associations comme la Fondation de l'Armée du Salut, pour laquelle on a travaillé sur la réalisation d'un centre d'hébergement. On y reviendra, je pense. Et avec l'idée petit à petit de professionnaliser de plus en plus cette démarche et de faire en sorte qu'elle soit reproductible et à plus grande échelle. Je ne sais pas si je continue. Oui, non, on pourra revenir après.
On va aussi donner la parole à Monsieur le maire. Alors, Monsieur Beauté, maire de Notre-Dame-de-Lille, comme tu l'as dit, Sylvia, mais aussi conseiller régional de Normandie, excusez-moi. C'est des vieilles réminiscences. Dites-moi, le volet réemploi, c'est un quotidien, c'est un sujet dans votre commune? Alors, c'est un sujet dans ma commune pour la raison suivante, c'est que nous sommes un site de la vallée de la Seine, de terrasses alluviales, et où il y a des extractions de matériaux. Vous l'avez cité, en région Normandie, on a un flux important d'accueil de déchets, mais on a un flux aussi important d'exportation de matériaux, notamment vers l'Île-de-France pour la construction. Donc à un moment donné, si on veut travailler en circuit court et éviter les coûts de transport et avoir un bilan carbone qui soit pertinent, il faut travailler sur ces évitements en matière de flux de matériaux. Donc dans ma commune, le conseil municipal s'est positionné contre l'extraction parce qu'on en a déjà eu beaucoup et on pense qu'on a donné notre quote-part. Donc à un moment donné, il faut être cohérent, je veux dire, dans les actions municipales. Je prends un exemple, on a refait entièrement les murs extérieurs de notre église. Donc, avec les bénévoles du village, on a fait tomber tous les enduits ciment, etc. Et on a pioché les joints et on a refait les joints avec les matériaux qu'on a déconstruits. C'est-à-dire que les joints avec du sable chaud qui étaient anciens, on a ni plus ni moins remis de la chaux et on a refait les enduits et c'est recyclable à l'infini, quoi. Et on n'a pas eu besoin d'apport de matériaux extérieurs, quoi. Donc on peut le faire. À l'échelle d'une petite commune, on peut faire des choses intéressantes. Voilà. Au titre de la région, mais je ne sais pas si j'interviens maintenant ou après, ou si on y reviendra. On reviendra peut-être après, on va essayer de lisser le temps de parole pour que ce soit un peu plus dynamique. Et après, juste pour terminer sur ma commune, on a des projets de construction d'habitat et on favorisera les écomatériaux sur lesquels la région est positionnée. Et l'objectif, c'est de construire durablement avec des écomatériaux et non pas, je veux dire, avec des constructions ciment traditionnelles. Et on peut faire des choses intéressantes, notamment avec la construction bois. Voilà, donc on a posé le contexte. On a également rappelé l'urgence et l'intérêt à traiter cette question du réemploi. Alors maintenant, j'aimerais vous poser une question, Victor Metters. Quelles sont, selon vous, les difficultés sur cette filière du réemploi? Oui, en effet, c'est une bonne question pour commencer parce que si on ne fait pas du réemploi, c'est parce qu'il y a de nombreuses barrières. Et le réemploi questionne beaucoup nos manières de produire, notamment les temps de chantier, de déconstruction, c'est plus long. Donc on sait que la rapidité des temps de chantier est un des enjeux. Donc si on veut déconstruire des édifices, il faut prendre plus de temps, parfois jusqu'à 7 fois plus de temps. C'est aussi, ça questionne notre savoir-faire et nos outils. C'est des méthodes de dépôt soigneuses, donc on n'est pas avec des grosses machines. Donc il faut avoir ce soin lorsqu'on dépose, et notamment ses connaissances, et voilà, développer tous ces outils. Ça questionne l'approvisionnement en matériaux, puisque quand on veut construire un édifice avec des éléments de réemploi, il faut pouvoir sourcer des matières. Et contrairement à une mine où on va avoir un grand terrain, on fait un trou, on creuse, on sort plein de matériaux, là ça va être un petit lot de carrelage ici, un autre carrelage d'une autre couleur là, un autre lot ici, donc à différentes temporalités. Donc il faut pouvoir réunir des lots dans une condition un peu différente. Ça questionne aussi l'échelle, c'est-à-dire que l'échelle de l'économie circulaire n'est pas non plus l'échelle de l'industrie minière. Donc on a plutôt tendance à éviter de trop construire. En tout cas, on ne peut pas approvisionner autant que l'industrie, puisque ça dépend de ces déconstructions. Donc peut-être qu'il faut maintenir plus les bâtiments pour avoir moins de parts à rénover, et puis approvisionner avec ces petits lots. Et puis enfin, ça questionne aussi l'économie, puisque comme on sait que c'est essentiellement de la main-d'œuvre locale, le réemploi coûte plus cher, ou en tout cas n'est pas moins cher que le neuf, sauf dans les économies où on a du temps, c'est-à-dire les autoconstructeurs qui veulent mettre en place leur temps. Mais souvent, à part quelques filières très modulaires,
le réemploi demande voilà, beaucoup d'efforts de main-d'œuvre locale et donc à un coût qu'il faut pouvoir assumer. Donc il y a toute une série de questions pour lesquelles voilà, ça bloque un petit peu dans nos procédés constructifs. Mais alors effectivement, nous on a un exemple aussi en Corse d'un projet de démolition de 3 immeubles de logement à Bastia. Et qui, donc c'est le collectif Bellastock, enfin le bureau d'études Bellastock qui travaille en AMO réemploi pour la ville de Bastia. Et effectivement, ils nous ont fait part de leurs difficultés aussi sur leur crainte en tout cas de trouver un maître d'œuvre qui pourra vraiment répondre au diagnostic démolition et réemploi, puisque la filière est vraiment balbutiante en Corse. Et également de trouver des entreprises qui pourront récupérer les matériaux, les stocker, les revendre. Comment vous faites plutôt de la maîtrise d'œuvre avec Faire Avec, si j'ai bien compris. Comment vous arrivez à répondre à ces appels d'offres? Est-ce que vous avez aussi des difficultés dont vous voulez nous faire part ou des solutions? Enfin, à mon sens, effectivement, je rejoins Victor sur les difficultés qu'il a énoncées. Après, à mon sens, elles pourront être levées petit à petit parce qu'il y a vraiment une question de maturité de la filière et du marché. Où il y a énormément de systématismes qui n'existent pas encore, de craintes de la part des maîtres d'ouvrage, de la part des assureurs, de la part des entreprises, où donc il y a un travail de pédagogie permanent qui a réalisé pour essayer d'avoir des équipes qui sont motrices sur ces sujets. Donc ça, et nous, donc c'est quelque chose qu'on essaie justement de mettre en œuvre sur nos projets, c'est de plus en plus s'entourer de bureaux d'études qui jouent le jeu, qui sont prêts à essayer de faire un pas de côté sur leur procédé habituel, d'essayer à chaque chantier d'être très pédagogue avec les entreprises aussi et d'avoir une stratégie des petites victoires. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire qu'on va sur un chantier, si on arrive déjà à avoir des sanitaires de réemploi, c'est déjà une petite victoire pour celui d'après, faire des sanitaires et du carrelage pour celui d'après, enfin voilà. Et du coup, ça c'est très contextuel selon les maîtrises d'ouvrage à qui on travaille, ouais, donc peut-être, nous, sur les diapositives là, que je vous ai transmises, je vous présente 3 projets très rapides. Un premier qui est à petite échelle. Donc, si j'en parle quelques minutes, c'est une salle de pause pour les salariés du Palais de la Femme, qui est un centre d'hébergement géré par la Fondation de l'Armée du Salut à Paris, où l'objet c'était à la fois de rénover en site occupé cet espace, de le restructurer complètement, donc avec l'idée de travailler avec les matériaux à disposition sur place. Donc on a des portes de réemploi qui ont été travaillées pour faire du mobilier. On a tous les radiateurs qui ont été réinjectés, donc avec l'aide des bureaux d'études aussi pour vérifier les puissances, etc., pour les réinjecter dans le projet, les sanitaires de réemploi qui sont issus pour le coup d'approvisionnement extérieur, les lampes qu'on a achetées chez Rotor en Belgique pour le coup. Et donc avec un projet qui est assez simple, mais toujours dans l'idée, pour nous, dans ces projets-là où on travaille avec des publics dits vulnérables, avec l'idée de faire quelque chose de très qualitatif pour faire oublier aussi l'aspect qui pourrait être vu comme abîmé du réemploi de la seconde main, et donc essayer sur certains projets de travailler aussi sur le facteur psychologique et social que ça peut apporter. Et ensuite, il y a une question d'échelle. Ce qu'on voit, c'est sur des projets à plus grande échelle. Donc là, c'est un centre d'hébergement d'urgence avec l'Armée du Salut aussi. On a d'autres gisements qui sont effectivement pas forcément les mêmes, mais qu'on arrive à trouver en très grande quantité, avec lesquels on arrive à trouver une forme de systématisme. Là, sur ce projet-là, par exemple, on a trouvé énormément de surplus de carrelage d'un fournisseur. On a récupéré 250 mètres carrés de tout un tas de couleurs qu'on a associé, assemblé pour tout le projet. Je voudrais poser une question parce que là, on voit des images qui sont comme si on construisait en neuf. Et je trouve ça bien et je veux souligner le fait que même si on fait du réemploi, et j'attends que tu me le confirmes, on a le choix de faire quelque chose de très design intérieur, de très travaillé ou pas, mais en tout cas de réfléchi en termes de projet et pas juste remettre ou réutiliser un objet ou un déchet, enfin pas un déchet, un objet, un matériau.
Oui, après, je pense qu'il y a toutes les esthétiques sont possibles. Nous, c'est des partis pris aussi vu les contextes dans lesquels on construit. Et donc là, il y avait vraiment le parti pris de pas forcément montrer le réemploi. Et après, c'était sur des équipements aussi très techniques, que ce soit des radiateurs, que ce soit des blocs de secours, des extincteurs, des parois vitrées, des portes vitrées. Enfin, c'est des choses où si elles sont bien entretenues, la patine ne se voit pas. Et donc, c'était aussi une volonté de ne pas le montrer. Il y a d'autres projets où, en fonction des gisements, à l'inverse, on voudra montrer l'usure, on voudra montrer des assemblages, etc. Mais c'est aussi des réponses qui sont aussi contextualisées selon la commande et comment on souhaite répondre. Et peut-être pour finir sur cette présentation rapide, aujourd'hui on accompagne aussi des architectes sur des projets à plus grande échelle sur comment intégrer le réemploi sur des projets de grande envergure. Donc là pour l'exemple c'est la réhabilitation d'un bâtiment de 11 000 m² à Créteil avec lesquels on travaille avec l'agence RVA. Et pour le coup on est vraiment focalisé sur cette mission de diagnostic PEMD auquel on s'est formé aujourd'hui. Pour pouvoir être en mesure de faire tous les diagnostics déchets obligatoires, recenser l'ensemble de la matière première qui est disponible sur site et aussi avec un travail de sourcing important dans la région pour voir quels seraient les éléments qu'on pourrait intégrer au projet. Merci. Monsieur le maire, en tant qu'élu, vous, est-ce que vous avez aussi des difficultés que vous avez identifiées et comment vous arrivez, si c'est le cas, à les surmonter ? Alors là, je parlerai en tant que région Normandie. On essaye d'être cohérent, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont dévolues à la région, notamment le plan régional de gestion des déchets, l'économie circulaire, et donc on essaye d'être cohérent et d'éviter de travailler en silo et de faire en sorte qu'on ait de la transversalité dans les politiques publiques. La politique des déchets, c'est un vrai sujet. On l'a évoqué. Et donc il faut pouvoir limiter justement cette mise au rebut d'un certain nombre de déchets, notamment du bâtiment, qui sont quand même relativement conséquents. Et donc la région accompagne le réemploi en travaillant, alors d'abord en ayant créé un club du réemploi au niveau des acteurs, donc qui réunit aussi bien des entreprises, des concepteurs, architectes ou autres, et des maîtres d'ouvrage. On a notamment une expérimentation avec l'ADEME et 12 maîtres d'ouvrage pour intégrer à la commande publique le réemploi. Alors c'est pas simple, il y a un gros travail qui doit être fait sur les aspects normatifs, parce que dès qu'on réemploie du matériel, on parle tout de suite de normes, etc. Et c'est compliqué. Et puis les problématiques assurantielles. Bon, alors on a une bonne nouvelle puisque les assureurs commencent à intégrer cette problématique, notamment la SMA BTP qui a levé quelques freins. Mais on voit bien qu'il y a une sensibilisation, un gros travail à faire d'une manière transversale avec l'ensemble des acteurs et c'est ce qu'essaye de faire la région. On subventionne aussi, on consacre plus d'1 million d'euros sur cette politique du réemploi, notamment pour favoriser la création de matériothèques. Aujourd'hui, on a bien avancé au niveau des différents syndicats de gestion de déchets sur les ressourceries. Donc on a créé une économie sociale et solidaire sur les ressourceries en créant de l'emploi et on s'aperçoit que les ressourceries deviennent un nouveau lieu, je veux dire, d'achat, où les gens, je veux dire, le samedi, on a des ressourceries qui ne désemplissent pas. Donc ça veut dire qu'il y a une sensibilisation du public et un vrai engouement pour le réemploi. Et donc il faut qu'on puisse faire la même chose au niveau des matériothèques, parce que dans nos déchetteries, les déchets du BTP, c'est quand même des flux énormes et des coûts de gestion qui sont catastrophiques. Donc il faut qu'on puisse y travailler. Je citerai un exemple, je veux dire, le département de l'Eure, lors de la déconstruction d'un collège, a eu une initiative qui était assez innovante. Ils ont créé un vide collège. C'est-à-dire qu'ils ont écrit à toutes les mairies et ils ont dit, écoutez, venez tel jour, voilà, et vous pourrez récupérer ce que vous voulez dans le collège gratuitement. Ça a été essentiellement du mobilier, bien sûr, mais pas que. Et c'était une initiative énorme et le conseil départemental a fait une économie finalement très importante et tout le monde, ça a été gagnant-gagnant, quoi.
Parce que les petites communes qui n'avaient pas les moyens forcément d'acheter du matériel ou des équipements ont pu en bénéficier gratuitement, quoi. Donc je pense qu'on a beaucoup d'idées à mettre en place et il faut travailler sur l'ingénierie parce que je pense qu'on a beaucoup de capacités en matière d'ingénierie sur le sujet. Pour continuer et abonder dans votre sens, nous avons travaillé lors des architectes de Normandie avec la région Normandie pour monter justement et former nos architectes normands. Donc merci pour votre contribution. Ça court toujours, ça fait 3 ans qu'on développe cette formation avec nos organismes de formation. J'ai donc initié, et notamment pour ne pas la citer quand même, avec Emmanuel Lenot et avec la dame, une réunion de travail pour faire une programmation sur un schéma de formation qui aujourd'hui en fait est à l'attention de l'ensemble de la filière. On ne l'a pas spécifiquement réservé aux architectes. Et cette formation, du coup, puisque aussi c'est une de vos prérogatives en matière de région, a permis de connaître la réglementation applicable, de comprendre les enjeux liés à l'économie circulaire, de maîtriser la mise en œuvre d'une démarche de réemploi, que ce soit déconstruction, réhabilitation et construction neuve, et identifier les acteurs et les projets ayant mis en œuvre des démarches sur la Normandie notamment. Et il faut dire que c'est aussi un formidable moyen de développer l'activité économique et de créer des emplois. Muriel, lors de votre événement, vous avez aussi abordé la question de l'assurance. Peut-être que tu peux en dire un mot et puis on interrogera aussi... je pense que Victor a pas mal de choses à nous dire. Donc sur l'assurance, alors je ne suis pas assureur, hein, je vais rester assez basique, mais il y a quand même des choses qu'il faut dire, c'est que la pratique du réemploi, c'est bizarre, mais c'est contrôlé, c'est régi par le Code de l'environnement. La distinction similaire est déterminante, hein. C'est l'objectif ne pas sortir de la notion d'usage identique. Parce que soit les performances du matériau pour son usage dans lesquels on va le réutiliser dans le nouvel ouvrage sont conservées, donc là, s'il est réutilisé, il n'y a pas de souci. Soit l'usage est identique, mais les performances requises ne sont pas les mêmes. Donc là, on parlera, effectivement, on peut citer la porte coupe-feu qu'on va réutiliser en porte de distribution. Et donc c'est ces deux types dans lesquels il ne faut pas trop s'égarer si on ne veut pas trop de difficultés. Il faut savoir qu'on est en technique non courante, donc ça veut dire qu'il faut un aller-retour systématique avec l'assureur, la MAF et la SAMMBTP. Il faut les informer ce sur quoi on réemploie. Et puis, si on respecte les normes, si le produit est conforme au DTU et conforme à la mise en œuvre en termes de réglementation, la garantie décennale reste applicable et se fait. Donc voilà ce que je dirais un peu. J'ai quelques conseils aux architectes pour lesquels j'ai déjà opéré sur le sujet, mais tu pourras nous dire, Victor et Clotilde aussi. Le DIAC PEMD, n'attendons pas que ce soit 1000 m² et que la loi nous l'indique pour le faire. Ça nous rend service et ça nous aide. Le recours à une plateforme d'une filière organisée, pas n'importe laquelle, un matériau validé par un acteur de confiance, hein. Il faut utiliser un matériau qui soit reconnu et qui n'a pas de faiblesse. Il faut s'en assurer. Il faut un contrôleur technique avec une mission spécifique quand même sur le réemploi. Et puis, n'oublions pas que les marchés de travaux et le CCTP, il faut que le réemploi soit mentionné comme tel dans ces pièces écrites. Voilà. Oui, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, on a fait un travail au sein d'un programme européen qui s'appelle FCRBE. Bon, c'est un peu un acronyme barbare, mais pour dire... Vous pouvez trouver ça sur aussi un annuaire qui s'appelle opalis.eu, qui recense beaucoup de documentation sur le réemploi qu'on produit.
Et notamment, on a fait ce travail auprès des assureurs. Moi, pareil, j'y connaissais rien du tout. La bonne nouvelle, c'est que finalement, il y a toute une série de bonnes pratiques à suivre pour encadrer cette question-là. Et ce que j'ai découvert, c'est que, probablement pour vous c'est évident, mais que l'assurance, c'est une question de maîtrise de risque. Et en fait, la question de la maîtrise des risques peut être discutée et très encadrée. Donc, par exemple, en parler d'abord à son assureur, l'inscrire dans les marchés de travaux, décrire le process de déconstruction, de reconditionnement, etc. Et c'est des choses assez, finalement, de bon sens. Et dans la plupart des cas, les assureurs nous ont dit qu'il n'y a pas de surprime particulière si on suit un bon protocole. Donc c'est plutôt la question de suivre le bon chemin. Et puis on a des exemples très enthousiasmants qu'on peut voir aux États-Unis. Il y a tout un référentiel technique qui a été fait sur l'acier structurel de réemploi. Donc l'acier, la structure semble moins évidente. Finalement, ce référentiel nous dit que si on sélectionne un acier qui a été produit après les années 70, on sait qu'il y a une généralisation des productions d'acier en Europe à ce moment-là. Pas de traces de corrosion, pas d'incendie dans le bâtiment et pas d'installation d'acier dans des ponts roulants, des choses avec des charges particulières. En fait, cet acier posera aucun problème. Et donc, de manière, dans sa réutilisation, on pourra peut-être prendre la section au-dessus, mais celui-ci pourra être validé sans avoir à faire de tests supplémentaires. Et le gros challenge, en effet, c'est de pouvoir identifier, sourcer des matériaux sans avoir des surcoûts par des études. Alors dans certains cas, on est obligé, mais dans d'autres cas, si on suit un petit peu ces protocoles-là, on n'aura pas de surcoût, ni de prime ou de surcoût de test. Et donc on a aussi développé 40 fiches matériaux sur cet annuaire opalis.eu, sur les 40 matériaux qu'on retrouve les plus couramment dans la filière du réemploi, donc des carrelages, des portes, etc. Et ils sont décrits toutes les contraintes techniques de la dépose jusqu'à la remise en œuvre. Donc si vous travaillez déjà dans ces 40 matériaux-là, vous êtes sûr d'avoir tout le chemin balisé pour pouvoir mettre en œuvre des matériaux en évitant en tout cas les risques et en maîtrisant un petit peu ça. Oui, Clotilde Buisson, vous voulez rajouter quelque chose aussi Très brièvement, effectivement, nous, toute la question qu'on essaye de traiter aussi, c'est comment faire en sorte que ce ne soit pas considéré comme de la technique non courante sur les projets, justement. C'est une forme pas de négociation, mais d'explication, d'être pédagogue, encore une fois, avec les assureurs, avec les bureaux de contrôle, pour expliquer qu'à partir du moment où on récupère une vasque de lavabo, on a vérifié que les mailles n'étaient pas pour eux, etc. Finalement, poser un lavabo neuf ou un lavabo de réemploi, ça reste une technique courante où il n'y a pas de risque sur l'usage à terme. Et ça, c'est des choses qui s'entendent de plus en plus, et c'est là-dessus qu'on essaye de travailler de manière à baliser les chantiers et de faire en sorte de ne pas avoir de surcoût d'assurance sur ces sujets. On approche de la conclusion de notre table ronde. Alors, notre dernière question avec Muriel, c'était les perspectives. Quelles sont selon vous les perspectives pour le réemploi ? En tout cas, moi j'en ai quelques-unes en tête. Un des sujets dans le réemploi, c'est que pour faire circuler un matériau d'un chantier de déconstruction à un chantier de construction, il faut un acteur, il faut une filière. Et c'est pas comme Vinted, comme avec les vêtements, acheter des matériaux de construction, ça demande beaucoup plus de contraintes et d'exigences. Donc il faut développer ces filières-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein qui existent. On en a recensé plus de 300 en France, des acteurs du réemploi. Alors c'est vrai que ce n'est pas la Green Revolution 2.0 dont on attend avec des super catalogues en ligne, etc. C'est parfois des démolisseurs très pragmatiques ou des antiquaires du bâtiment. Mais donc, identifier ces acteurs-là, c'est déjà montrer ce qui existe et regarder leur savoir-faire. Et puis les soutenir. Pour faire circuler des matériaux, un revendeur de matériaux, c'est en gros un terrain, des matériaux, des employés. Donc il faut du foncier abordable. Il faut une petite trésorerie parce que pour pouvoir vendre des matériaux, il faut pouvoir en démonter et donc les acquérir. Donc leur poser la question, comment vous travaillez, de quoi vous avez besoin, cette question-là. Et puis aussi, ne pas démolir. Finalement, on se rend compte que lorsqu'on démolit moins dans les réhabilitations, on a des taux de réemploi beaucoup plus élevés parce qu'il y a moins de flux de matériaux à gérer. Donc ça va de pair avec le maintien, en effet, c'est évident à mettre en avant, de maintenir les bâtiments. Et puis aussi, on est souvent dans les réhabilitations dans un contexte un peu plus sur mesure. Donc lorsqu'on ne démolit pas, on a souvent des pratiques de réemploi beaucoup plus élevées.
Voilà, et puis donc soutenir cette filière. Et puis après, on pourrait aller un peu plus loin si on voulait. On a fait 40 fiches matériaux. On a montré qu'il y a des filières qui reprennent ces matériaux et qui les vendent, et qu'il y a toutes les contraintes techniques qui sont encadrées. Peut-être qu'on pourrait obliger systématiquement à récupérer ces matériaux-là, ou en formulant des objectifs dans des marchés de travaux. Voir si on voulait questionner la TVA sur les matériaux de seconde main ou les taxes sur les démolitions. C'est d'autres leviers administratifs qui pourraient être faits. Voilà. Vous avez le mot de la fin, monsieur le maire. Est-ce que vous avez aussi des perspectives pour cette filière du réemploi Alors, je crois qu'il y a deux éléments sur la filière du réemploi, mais qui sont liés. C'est d'une part qu'il faut décarboner notre économie, décarboner notre construction, et qu'aujourd'hui, le réemploi est le moyen de décarboner la construction en réutilisant les matériaux existants. Les matériaux, vous l'avez, Victor l'a souligné, alors aujourd'hui, dans le réemploi, on est surtout sur du matériau noble, je veux dire historique, etc. Donc là, il y a une économie qui s'est mise en place. Il faut qu'on mette en place une économie du réemploi, dans le cadre notamment de l'économie sociale et solidaire et de l'économie circulaire. Et il faut savoir quand même qu'en termes de matériaux, l'inflation ne va pas baisser. On ne va pas revenir au prix d'avant. Non, les matériaux vont coûter de plus en plus cher, parce que les matériaux industriels utilisés aujourd'hui sont carbonés. Alors certes, l'industrie travaille sur la décarbonation de ses productions, mais ça reste quand même un facteur important. Par exemple, sur les matériaux de couverture, je veux dire, le facteur énergétique est énorme. On l'a vu au moment de la crise énergétique, notamment sur les tuiles. Je veux dire, il y a des tuileries qui ont arrêté de fonctionner pour des raisons économiques. Donc le réemploi, c'est primordial. Au niveau de la région Normandie, nous, on est persuadés qu'il faut qu'on poursuive dans ce domaine-là sur les réemplois, sur les écomatériaux, puisqu'on finance toutes les filières d'écomatériaux dans la construction. Il faut décarboner cette construction. Et je pense que si on peut améliorer et tenir les objectifs du réemploi, aujourd'hui on est à peu près à 1% en Normandie de réemploi de matériaux de construction. L'objectif, c'est d'être à 5% d'ici 2030. Donc c'est demain. 5%, c'est énorme, énorme. Mais je pense qu'on peut y arriver. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'il nous reste un peu de temps pour des questions, si vous en avez. Merci, bonjour et merci pour vos retours d'expérience, c'est super enrichissant. J'ai une question concernant les architectes et maîtres d'œuvre. Lorsqu'on conçoit un projet de réhabilitation ou neuf et qu'on envisage d'utiliser des matériaux de réemploi, comment est-ce qu'on a connaissance de ces matériaux, comment est-ce qu'on les intègre dans le projet et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils seront disponibles au moment où le projet passe en chantier et comment on l'intègre aussi dans la partie descriptive. Alors merci pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs méthodes de conception sur ces sujets. Je pense qu'on a d'un côté on va dire une conception qui est un peu ouverte et résiliente, où on va essayer de réfléchir à des matériaux qui sont récurrents sur le marché. Et on va cibler peut-être des postes de cette manière-là. Donc ça peut être les sanitaires, les carrelages, les portes par exemple sur certaines choses, etc. Et décrire les CCTP dans le sens où on va soit donner des objectifs de moyens ou des objectifs de résultats aux entreprises de manière à ce qu'elles puissent aller chercher ces éléments et les mettre en œuvre sur les chantiers. Et après, il y a sur certains postes aussi, ça peut être je trouve un gisement et je dessine avec. Voilà. Et après, donc la conception se fait dans l'autre sens, où c'est parce qu'on a trouvé quelque chose qu'on veut le mettre en œuvre et qu'on réfléchit avec ces matériaux qui sont disponibles à un instant T. Et après, il y a aussi les deux en même temps, ou selon les projets, on peut essayer de dessiner de façon générale. Il faut être plus souple et essayer d'être plus ouvert sur le résultat que ça peut donner.
Et pour compléter, sur cet annuaire opalis.eu, vous pouvez trouver des guides qu'on a réalisés sur comment sourcer des matériaux. Donc ça va vous indiquer comment faire un inventaire des matériaux réutilisables. Donc ce n'est pas tout ce qui est démontable. Il y a tous les critères à prendre, le phasage du chantier, la pollution, etc. Ça va vous indiquer aussi des fournisseurs. Donc vous avez des fournisseurs avec ces fiches techniques dont je parlais sur certains matériaux qui sont disponibles. Donc comment sourcer ces matériaux sur chantier ou ailleurs. Et puis comment les prescrire. Donc il y a des guides sur toutes les stratégies de prescription. Si on est dans un marché de design and build, si on est en marché classique, conception séparée de la réalisation, si on est en accord cadre. Et puis voilà, toutes ces étapes qui ont été décrites pour vous permettre de fluidifier un petit peu cela. Alors, excusez-moi, je vais revenir sur la Normandie. En Normandie, grâce à la région et au NECI, c'est-à-dire le réseau des architectes, des contacts, le réseau de l'économie circulaire, on a une cartographie des plateformes qu'on peut contacter pour notamment voir les gisements. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose aussi. Si vous n'avez jamais fait de réemploi dans un projet, commencez par un objectif modeste pour encourager un peu tout le monde, parce que c'est vrai que des gros objectifs peuvent tendre aussi. Donc si entre la maîtrise d'ouvrage, l'architecte, le constructeur, vous n'avez jamais fait, faites par exemple, commencez avec les crédences, les carrelages en crédence, les arrêtés de porte, des trucs faciles qui créent un grand enthousiasme pour petit à petit se familiariser avec ces étapes qui, c'est vrai, demandent un peu plus de souplesse. Ouais, alors, moi, ce n'est pas vraiment une question, c'est peut-être plutôt des précisions pour rebondir sur ce qui a été dit dans le débat. Déjà, la première chose, c'est que je ne peux pas m'empêcher de dire que quand on parle de réemploi, le premier acte de réemploi, c'est de ne pas démolir et du coup, c'est de réutiliser aussi les mètres carrés qui sont déjà construits. Et ça, c'est important d'en parler. Et ce qui amène aussi à une façon de concevoir, tu en parlais Victor, qui est un peu différente, puisque quand on est dans de la réhabilitation, on est plutôt sur du sur-mesure, donc peut-être moins sur des produits manufacturés, première chose. Et deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu disais Muriel tout à l'heure, sur la question de la qualité du projet, et ça fait écho à ce que disait Clotilde aussi. Le réemploi, ça nous invite à concevoir complètement différemment, c'est-à-dire à concevoir à partir de ce qu'on a et de la ressource en matériaux qu'on a. Et en même temps, du coup, ça nous oblige à amener beaucoup de design supplémentaires pour aller jusque dans les détails. Et peut-être que ça fait des projets qui sont peut-être encore plus designés que s'ils étaient faits avec des matériaux plus conventionnels. Et c'est là où, dans le rôle des acteurs, les concepteurs, les architectes ont une place vraiment prédominante, puisque en fait, on tient le projet global, mais aussi le petit détail qui va permettre de faire le lavabo ou la crédence qui va bien. Donc c'est voilà, j'avais envie de dire ça. D'autant plus que, alors je rebondis complètement dans ton sens, c'est que souvent le réemploi c'est perçu comme un déchet et non une ressource. Et du coup, là, on monte vraiment des projets qui donnent un autre aspect de notre savoir-faire. Merci beaucoup pour cette présentation. Je me présente Marianne Gourcuff de chez Valobat, éco-organisme de la REP Bâtiment. Et donc évidemment, j'en profite pour rebondir sur le rôle aussi des éco-organismes dans le développement du réemploi, puisque vous l'avez évoqué, on a enfin la REP, via la loi AGEC, a imposé aux éco-organismes de réaliser des objectifs extrêmement ambitieux en matière du réemploi. Vous parliez de 5% en 2030, c'est même en 2028. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire entre-temps. Juste vous préciser qu'en tant qu'éco-organisme, évidemment, et ça a été dit également, on soutient la création et le développement de plateformes physiques qui sont aussi, à notre sens, des éléments indispensables pour développer les filières, mais aussi les chantiers. Et donc j'en profite aussi pour vous dire que jusqu'au 1er décembre, il est possible aussi d'obtenir des financements et des aides pour les maîtrises d'ouvrage et pour financer à la fois des diagnostics ressources ou des diagnostics PEMD un petit peu améliorés, des accompagnements AMO spécialisés, mais aussi des essais techniques et des prestations logistiques. Donc tout ça pour dire que nous aussi, en tant qu'éco-organisme, évidemment, on prend part à ce développement et on reste à votre disposition, évidemment, pour mettre en place ces projets.
Merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter puisqu'il y a une autre table ronde qui va bientôt démarrer. En tout cas, on continuera ces débats à d'autres occasions. Merci à tous.